Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité à nouveau revenir sur un sujet délicat qui est le deuil et la difficulté à faire le deuil. Et pour cette vidéo, je vais mettre en lumière les chemins que certains d'entre vous et nombreux d'entre vous vous êtes amenés à parcourir, à vivre. C'est le parcours de la maladie et les maladies qui vont entraîner le départ d'un être cher, que ce soit un mari, une femme, un enfant, un parent, un ami, un proche. La maladie est un parcours qui est différent de certaines morts. Je pense qu'il n'y a pas une mort qui est préférable que l'autre. Souvent, les gens me disent « j'aurais aimé avoir du temps, de passer du temps près de lui, de lui tenir la main, de pouvoir lui dire au revoir, ça a été trop rapide, ça a été trop brutal, c'était inattendu, crise cardiaque, un accident ». Maintenant, il va y avoir la maladie où effectivement, la maladie va vous préparer au départ. Maintenant, c'est pas mieux, même si on a le temps et qu'on a le temps de se dire plein de choses. La personne va se dégrader, on va porter une culpabilité, sentir une impuissance. La mort va se faire en plusieurs étapes. Je suis intimement persuadé qu'il n'y a pas une mort qui est plus belle que l'autre. Même si moi, personnellement, en tant que médium, j'ai un regard qui va être différent sur ces départs, qui va forcément annoncer une renaissance, sachant que la vie, elle n'est pas ici, elle est de l'autre côté. Mais ça, c'est ma réalité. En tout cas, la maladie va entraîner un départ sur la longueur et va vous préparer aussi au départ et va déjà vous préparer à faire le deuil et ça va se retranscrire dans plusieurs étapes. La maladie, je le disais, va entraîner une dégénération physique ou mentale des personnes, Alzheimer, Parkinson, le cancer, la chimiothérapie. Il y a énormément de choses qui fait que voilà, certaines personnes vont dans le coma. Ce sont vraiment des parcours qui vont être atypiques, qui vont être singuliers et qui vont être compliqués parce qu'ils vont durer. L'une des difficultés principales du deuil, c'est de pallier au manque et à l'absence que va générer ce départ. Et cette difficulté, la base de cette difficulté, c'est l'amour que vous portez tous les deux, quel que soit le duo. Enfants, parents, concubins, frères et sœurs, amis, un duo. Tout l'amour que va porter ce duo, ce couple, va créer une difficulté dans le deuil. C'est l'amour que vous portez qui va permettre d'avoir une difficulté à faire le deuil. Quand on n'aime pas quelqu'un, qu'on ne le voit plus, il ne nous manque pas. C'est logique, vous allez me dire. Oui, maintenant plus vous aimez quelqu'un, et plus votre deuil sera compliqué à faire. Maintenant, il y a des étapes, il y a des choses à comprendre, à percevoir, à accueillir, à transmuter, à vivre. Du coup, plus on aime quelqu'un, plus le deuil va être compliqué. Le sentiment d'amour, c'est lui qui vous attache, qui vous retient, qui vous relie, suivant les situations, à une autre personne. Maintenant, entendez que la mort ne coupe rien, elle transforme, elle modifie ce lien d'amour. L'amour est éternel et perpétuellement présent. Donc tous les duos, dans le deuil, c'est l'amour qui vous relie à l'autre. Et cet amour, il est éternel car il est logé dans votre cœur. Maintenant, ça n'empêchera pas, ça va créer la pénibilité du deuil. Le deuil se fait par paliers, par étapes, et il faut toujours prendre le temps de faire son deuil, comme bon vous semble et comme vous êtes prêt à le faire. Cet amour qui vous relie à l'autre, c'est la chose, l'énergie, l'émotion, le sentiment, le plus important dans votre deuil, de vous brancher sur cet amour. L'amour n'est pas perdu, n'est pas coupé, il est toujours présent, mais il est différent. Et si vous arrivez à percevoir et à reconnaître que l'amour est toujours présent entre vous et l'autre côté, votre deuil sera plus aisé, plus facile. Cet amour, c'est pas dans toutes les consultations, mais dans certaines plus que d'autres, et c'est pas pour en valoriser certaines que d'autres, ça dépend de plein d'éléments. Très souvent, je ressens cet amour, et cet amour m'envahit de la tête aux pieds. C'est une
C'est un embrasement de tout mon être qui fait que je ressens parfaitement bien le lien d'amour qui unit les deux personnes. Maman avec son fils, mari et femme, frère et sœur, amis, peu importe. L'amour est présent en vous et en eux, et moi je suis au milieu et je reprends cet amour des deux côtés. Je ressens l'amour du consultant et l'amour du défunt. Et pour moi, je suis désolé de vous le dire, mais qu'est-ce que c'est bon de ressentir cet amour. Et si on me fait ressentir cet amour, c'est parce que les deux l'expriment au même moment. Et moi je suis au milieu et je me prends tout ça. J'insiste sur le fait que cet amour est et sera éternellement présent entre vous. Rien ni personne ne pourra enlever cet amour. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je le ressens et c'est pour ça que je l'exprime aujourd'hui. Je le disais, il y a des consultations qui sont différentes que les autres, par proximité énergétique, vibratoire, parce qu'il y a des similitudes entre les chemins de vie, je ne sais pas pourquoi. Il y a des expériences, des canalisations qui sont différentes que d'autres. Et c'est ce qui m'est arrivé de vivre avec Alain et Aline. Aline m'a contacté il y a un petit peu moins d'un an pour rentrer en contact avec son défunt mari, Alain et Aline. C'est important de le souligner quand même. Aline n'avait jamais vu de médium, elle avait beaucoup d'appréhension, c'était peu de temps après le départ de son mari. Et automatiquement, dès le début de la canalisation, et ce jusqu'à la fin, j'ai été baigné dans leur amour. Et ça, c'est ce qui pourrait peut-être faire la différence si vous arriviez vous aussi à ressentir cet amour. L'amour, il n'y a rien de plus fort. C'est ce qui maintient en vie et ce qui permet d'avancer. Ce qui vous permettra de ne pas flancher, de tenir bon et de passer toutes les étapes du deuil. Avec Aline, on a créé un lien qui est singulier. On a beaucoup échangé ensemble, on a beaucoup échangé. Et on a créé quelque chose de particulier, de singulier. Un petit peu comme Christine et son fils Guillaume, dont j'ai déjà fait une vidéo sur le suicide. Il s'est passé un petit peu la même chose avec Aline. Et en début d'année, j'ai demandé à Aline si elle voulait bien me retranscrire son parcours, comme je l'avais fait avec Christine, pour mettre en lumière son parcours que je trouve admirable et qui pourrait peut-être vous permettre à vous aussi de comprendre certaines choses et de vous reconnaître aussi dans son parcours, dans leur parcours, à tous les deux. Et Aline, en début d'année, m'a fait un très long mail. Aline a la particularité de ne pas savoir faire court. Et elle m'a fait un mail de 17 pages, 16 pages, pardon, faut pas que j'en rajoute ça. Du coup, je vais retranscrire ce qui est essentiel en essayant de ne pas dénaturer son message. Je me suis laissé le temps de faire cette vidéo, comme toutes celles que je fais. Le mail date du mois de janvier, nous sommes au mois de juin 2018. Il y a plusieurs sens à tout ça. Aline le saura, et elle comprendra pourquoi. En tout cas, voilà, je vais vous lire... je vais m'appuyer du discours d'Aline, du mail d'Aline, de son parcours à elle et à son mari Alain, pour expliquer différemment ce qu'est la maladie. Le départ lié à la maladie, qui est un départ différent des autres, et qui peut vous apporter beaucoup de choses, beaucoup de tristesse, beaucoup de culpabilité, beaucoup de remords, beaucoup de regrets, un sentiment d'impuissance énorme, beaucoup d'espoir, plusieurs étapes. C'est un parcours, un départ qui avait différent des autres. Et du coup, pour moi, il était évident de le mettre en lumière et de le faire avec Aline et Alain. C'est évident. La première étape, c'est l'annonce de la maladie. Sachant qu'Alain avait un problème de cœur à l'aorte et qu'il avait déjà été opéré plusieurs années en arrière, et qu'un jour, on lui a annoncé à nouveau cette maladie, cette déficience du cœur, et de subir une seconde opération. Première étape, c'est l'annonce de la maladie, qui va faire référence pour Alain et Aline à un passé, à une première opération, qui a été une vraie réussite, mais ça revient. Et lorsqu'on annonce la maladie, deux voies se dessinent. La guérison, la rémission, la vie, ou bien un départ. Première étape, l'annonce de maladie. Voilà, ça y est, le verdict est tombé. Ce qu'on apprenait depuis 17 ans est arrivé. Il est là. Alain doit se faire réopérer de l'aorte. Pour ce faire, le professeur a commandé une prothèse sur mesure. Il y aura cette première opération, la plus difficile. Et si ça marche, il y en aura deux autres.
6 à 9 mois après, plus légère. Quelle annonce! La plus difficile, et si ça marche? Une grosse hypothèse. Il faut l'encaisser. Seconde étape, l'annoncer aux proches, à la famille, aux amis. C'est difficile, on le fait tout de suite, plus tard, on a envie de le faire, on peut le faire. Quand on annonce la maladie, on revit cette annonce qu'on a reçue, forcément. Comment les gens vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont nous renvoyer? Est-ce qu'on va recevoir leur soutien? La famille, les amis, certains vont vous soutenir parce qu'ils sauront vous soutenir et d'autres ne vous soutiendront pas parce qu'ils ne sauront pas vous soutenir. Dans le temps, ce soutien, il peut s'épuiser. Eux aussi vont se sentir impuissants. C'est évident. Lorsque ça dure, comme pour Alain et Aline, sur plusieurs années, sur plusieurs mois, sur un condensé de semaines avant le départ, l'ultime départ, les proches vont forcément se décourager. Mais se décourager parce qu'ils vont se sentir impuissants. C'est compliqué de trouver les bons mots. Pardon. C'est pour ça que beaucoup ne disent rien, parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir, et je pense également aussi qu'il est important de ne... peut-être parfois de ne rien dire, plutôt que d'être maladroit. Mais c'est compliqué. C'est toujours compliqué la maladie. Du coup, on avertit la famille. On nous avertit que l'opération est repoussée d'1 semaine, la prothèse n'est pas prête. Alain se fatigue de plus en plus. Il n'arrive plus à traverser le salon d'une traite. Il est obligé de s'arrêter. Il me dit « Je ne sais pas si j'arriverai à l'opération ». Mon stress est à son comble. J'ai pris de l'urticaire sur les avant-bras. Je me gratte. Ça énerve Alain. Je veux le masser avec mes huiles essentielles pour l'aider et le déstresser. Mais lui ne veut pas. On souffre. On s'engueule. On pleure. On se prend dans les bras. On se serre très fort. Sans un mot. Très fort. On met en avant les points positifs. On a trouvé le meilleur chirurgien cardiovasculaire. Avec ma mutuelle, Alain va pouvoir aller dans le meilleur centre de rééducation. La totalité des frais est prise en charge et les soins sont en illimité. Et puis je sens que ça va bien se passer. Ouais, des pensées positives, bien sûr. Mettez en avant tout le positif. Il y a toujours du positif. Il y aura du positif si vous savez le voir et si vous savez le créer quelque part. Faites comme Aline et Alain, mettez en avant les points positifs. Des points positifs, pardon. Ce sont tous ces points qui vont vous permettre de ne pas craquer et d'avancer au fil du temps. Accrochez-vous à tout ce qui est positif. En aucun cas, concentrez votre énergie, votre intention, vos pensées sur la maladie et sur tout ce qui pourrait vous épuiser. C'est présent, pas besoin d'y penser. Pensez à autre chose. Faites comme Aline. Le jour de l'opération, qui est très longue pour Alain, va être une attente interminable. Une journée en enfer quasiment. En fin de journée, ça y est, j'ai des nouvelles. Oui, votre mari est sorti du bloc. Par contre, son cas est très très grave. On ne sait pas s'il va passer la nuit. Oh mon Dieu, que faut-il faire? Vous êtes croyante? Alors priez. Comment réagir à ça? On ne sait pas s'il va passer la nuit, son cas est très très grave. Deuxième étape, maladie, opération, espoir, et l'espoir est coupé. Vous êtes croyante, alors priez. Ça pourrait être du désespoir? Non. La prière, vos demandants, ce sont des énergies que vous allez envoyer à quelqu'un. Chacun ses croyances, peu importe. Qui vous permettra, là aussi, de ne pas craquer, de ne pas flancher et de continuer d'y croire et d'entretenir un espoir. Voilà, le pronostic vital de votre mari est engagé. La chirurgie a été longue et compliquée. Son cœur a beaucoup souffert. Pour le moment, il a des traitements extrêmement lourds. Et qui dit traitement lourd, dit effet secondaire lourd. Il est dialysé et dans un coma profond. On a déjà vu des cas comme votre mari qui s'en sortait. Est-ce que c'est encourageant? Une fois de plus.
Tout dépend comment on accueille cette annonce. À partir de ce moment, on vous interdit de venir en voiture seul. Vous ne devez plus rester seul chez vous la nuit. Quand on vous appellera, ça voudra dire que votre mari n'en a plus pour très longtemps. Il faudra venir le plus vite possible, mais cela veut dire que ce ne soit pas vous qui conduisiez pour ne pas avoir d'accident. Je me mets à trembler de partout. Je pleure. J'ai peur. Oh mon Dieu. Ayez pitié. Ayez pitié. L'angoisse. Quelle annonce une fois de plus. Et elle est utile cette annonce. Le corps médical a raison de prévenir Aline, de la mettre en sécurité. Il serait dangereux qu'elle vienne en voiture si elle sait que son mari est en train de partir. Précipitation, manque de sécurité, ils ont raison. Maintenant, une fois de plus, il faut encaisser l'annonce. C'est évident. Votre mari est dans un coma très profond, il ne vous entend pas, ce n'est pas la peine de venir tous les jours, gardez vos forces quand il sortira. C'est à ce moment-là qu'il aura besoin de vous. On a une psychologue dans le service tous les jeudis. Vous voulez que je prenne rendez-vous pour vous avec elle? Oui, je veux bien. Mais vous ne connaissez pas mon mari, c'est un battant. Il s'en sortira, vous verrez. On verra, madame, on verra. L'infirmier me dit à part, faites selon votre cœur. Mais bien sûr, je vais faire selon mon cœur. On me dit que mon mari peut mourir d'un moment à l'autre, il ne faudrait pas que je vienne. Comment vivre si je ne venais pas et qu'il meure? Ma décision est prise, je viendrai tous les jours. Bah évidemment, venez tous les jours. Si vous en avez envie, que vous pouvez, venez tous les jours. Faites ce que bon vous semble, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous êtes capable de faire. Le corps médical, une fois de plus, a besoin et a raison de vous ménager et de vous dire certaines choses. Ça va vous pousser dans une réflexion, ça va vous maintenir en vie aussi. Mais ils ont raison d'être prudents, c'est leur rôle. Maintenant, votre rôle, c'est de suivre votre cœur et de réagir comme vous pouvez réagir. Ça va peut-être minimiser la culpabilité, les remords, les regrets, certaines choses qui pourraient apparaître après le départ. Faites comme bon vous semble. On m'amène près d'Alain et quand je rentre dans sa chambre, j'éclate en sanglots. Il y a un mur de perfusion. D'autres machines se sont rajoutées par rapport à la nuit. Les médecins, les internes, avec l'infirmière, sont constamment à son chevet. Le professeur arrive, il est très touché de voir Alain comme ça. Je le sens malheureux lui aussi. Il me dit « L'opération a été plus difficile et plus compliquée que prévu. Si j'avais su qu'il est en insuffisance cardiaque sévère, je ne l'aurais pas opéré de cette façon. » Mais son cardiologue ne l'a pas détecté. Est-ce qu'en un mois de temps, on peut basculer en insuffisance cardiaque sévère, docteur? Il me fait la moue. J'ai compris. Il reprend. Ce qui me rassure, c'est que quand j'ai ouvert son anévrisme, était prêt à éclater. Il n'en avait plus que 2 ou 3 semaines à vivre. Et là, il n'aurait pas eu la seconde chance et vous l'auriez trouvé mort chez vous. Je ne sais pas si cela aurait été mieux pour vous. Oui, une fois de plus, quelle est la mort la plus préférable? Mourir chez soi, rapidement, mourir à l'hôpital, seconde chance, espoir. Ça dépendra de chacun. Et puis je m'inquiète de son état neurologique, car pendant l'intervention, son cerveau n'a pas été irrigué pendant quelques minutes. Ma bouche devient sèche à nouveau. Je tremble. Il ne manquerait plus que ça, qu'il s'en sorte et qu'il n'ait plus sa tête. Nouvelle angoisse, nouvelle peur. Complication. S'il s'en sort, comment il sera? Beaucoup d'interrogations, rester en suspens. C'est compliqué. J'ai vu la psychologue, elle m'a conseillé d'écrire tous les jours pour que mon mari, une fois guéri, puisse lire ce qui s'est passé. Et pour moi aussi, d'évacuer mon stress. Oui, je vous conseille également d'écrire pour extérioriser ce qui va vous ronger à l'intérieur. Et effectivement, pour laisser un peu comme une trame, pour expliquer à la personne qui pourrait guérir, qui s'en sortirait, ce que vous avez vécu. Ça permet de partager les choses. Très intéressant, je trouve. On commence à le réveiller. Il a du mal à sortir de son coma, mais on voit les pupilles qui bougent. On me demande d'apporter des CD qu'il aime, et ça marche. Je leur dis, il faut lui attacher les mains, car à la première opération, il s'est extubé tout seul. Pas la peine, il est encore bien endormi. Sacré Alain, s'extuber tout seul. Je me suis fait un rituel, je pars de la chambre d'Alain vers 19h, j'arrive chez moi vers 19h30, mes parents m'attendent, la table est mise, le repas prêt. J'envoie mes SMS par tranche de 10 personnes sur l'état de santé d'Alain, puis vers 22h, je téléphone dans le service
pour savoir l'état de mon mari, puis dans la nuit vers 2-3 heures du matin, puis à 6 heures du matin, pour savoir comment s'est passée la nuit. Et ensuite, vers 10h30, je vais le voir. J'ai fait ça pendant 70 jours. C'est bien de faire un rituel et de vous organiser comme vous pouvez et comme bon vous semble. C'est important. Ensuite, Alain va subir une seconde opération. Effectivement, il s'en sort, tout s'est bien passé. Il avait un caillot de sang qui était entre le cœur et la paroi du cœur et qui bloquait les battements du cœur. Par contre, il a à nouveau des traitements lourds. Ce qui est important, et c'est ce que va relever Aline, c'est que vous puissiez vous sentir utile dans ces moments-là. Il y a tellement un sentiment d'impuissance face à la maladie, vous n'êtes pas médecin, et même si vous étiez médecin, les médecins ne peuvent pas tout faire, donc il y a forcément des moments où vous allez vous sentir impuissant et inutile. Il est important que vous trouviez des petits moyens, des petites choses à faire pour que vous puissiez vous sentir utile. Et ça occupe. Et c'est ce qu'a su faire Aline justement. Pour l'aider, j'ai apporté des huiles essentielles. Je lui masse les pieds, les jambes, les mains, les bras pour essayer d'évacuer toute cette eau. Et puis l'odeur est agréable. Et je me sens utile. Je fais quelque chose pour mon mari, pour l'aider à sa guérison. Et j'ai apporté le bouquin de Lise Bourbeau. Ton corps dit « aime-toi ». Et je lui lis les passages qui le concernent vis-à-vis de ce qu'il a. Comme il est souvent endormi, je discute avec les infirmières. Je leur demande comment elles vont, si elles ont des enfants. J'apprends que le petit dernier a eu de la fièvre. Une autre qu'elle est en plein travaux chez elle. Une autre son parcours. Quand je les revois, je leur demande comment elles s'en sortent. C'est sympa comme ça. Ben ouais, c'est évident. Le corps médical va faire partie de votre quotidien, va vous accompagner dans votre quotidien et vous allez faire la même chose. Très souvent, on va lier des liens plus ou moins forts avec certaines personnes dans le corps médical. Remercions d'ailleurs le corps médical avec vos difficultés émotionnelles humaines. Vous n'êtes pas des machines de guerre. Et en plus, en termes de moyens, c'est pas en train de s'arranger pour vous. J'en profite très personnellement pour remercier le corps médical et effectivement pour relever comme le fait Aline, qu'il y a forcément une sympathie qui va s'installer entre vous et eux. Et ça c'est chouette, parce que ça fait aussi partie du soutien. Ce sont des personnes qui sont très humaines et qui sont dans un véritable engagement. Bravo messieurs, dames, et merci pour ce que vous faites. Ensuite, Alain rechute. Je vois le médecin. Elle me dit, il a fait une diarrhée hémorragique. C'est bon, l'hémorragie est arrêtée. Ils lui ont passé 5 poches de sang, ce qui est très conséquent. Mais il est stable. Votre mari est en train de se faire opérer. Il a le côlon percé. Je lui demande si c'est quand ils lui ont fait la coloscopie. Elle me répond, peut-être bien. Je n'en peux plus. Je crois que je vais faire un malaise. Je m'assois sur le trottoir et je pleure. Il y a une église pas loin. Je me traîne et je m'écroule sur le banc, en face de Saint-Joseph. Et je prie. Dans le parcours d'Aline et d'Alain, à plusieurs reprises, on peut se demander si le corps médical a fait ce qu'il fallait, s'il n'y a pas des erreurs. C'est compliqué. Est-ce qu'il faut juger? Est-ce qu'il faut rejeter la faute sur le corps médical? Sur Dieu? Sur la vie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut en vouloir à quelqu'un? Je ne sais pas non plus. Je suis intimement persuadé que le corps médical fera de son mieux. Ce n'est pas toujours facile de faire de son mieux. Et ce, dans tous les domaines. Il s'en sort encore une fois. Je suis très fatigué émotionnellement. On pense tous qu'il ne peut pas s'en sortir à chaque fois pour rien. Bah c'est évident. Avec tout ce que Alain va traverser, et Aline en même temps, à chaque fois il s'en sort, forcément il va s'en sortir. C'est évident. Ça fait partie aussi de la force de guérison, d'y croire et de ne jamais rien lâcher. J'ai demandé à un ami conjureur de lui faire baisser sa fièvre. Je demande à tout le monde s'ils connaissent un guérisseur ou autre qui peut travailler sur Alain à distance, qui ne tente à rien, n'a rien. Oui, effectivement, les soins énergétiques vont venir en complément de la médecine. En aucun cas un soin énergétique, quel qu'il soit, magnétisme, reiki, énergétique ou autre, ne peut pas remplacer la médecine traditionnelle. Par contre, ça peut venir en complément et pour apaiser certaines choses. On peut soulager beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs et aider, accompagner la personne dans la maladie. En aucun cas en remplacement. Aline aussi va faire allusion à l'ombre de la mort et à la peur de la mort et par des synchronicités qui vont lui rappeler aussi cette éventualité qu'un jour son mari parte. Ce qui me fait peur, c'est quand je me déplace en voiture, en tram ou autre, je vois constamment des pompes funèbres. Quand les gens m'appellent pour prendre des nouvelles d'Alain et qu'ils me disent à bientôt, je vois son enterrement. Ça me panique. Alors aussitôt,
pour conjurer ces images, je nous imagine tous les deux dans la salle des fêtes avec toute la famille et nos amis pour fêter son rétablissement. Oui, bravo Aline d'avoir pensé à ça. C'est effectivement un bon moyen de pallier à toute cette peur, c'est d'inverser la vapeur par les pensées positives. Je vous rappelle que les pensées sont créatrices et que le fait d'avoir de l'espoir, de l'optimisme, de penser à la guérison, à des fêtes, à des projets futurs, vous permettront également de ne pas craquer. C'est compliqué de ne pas craquer dans des parcours comme celui-ci, comme les vôtres, de tenir bon, dans la mesure du possible. On craque, et c'est ce qu'elle fait Aline, et elle a le droit de craquer, et c'est normal. J'ai pleuré au bureau. C'est très dur de le voir comme ça. Je souffre énormément, car je ne peux rien faire. J'ai si mal, de mon côté aussi. En plus, il a ce qu'appellent les médecins la neurotétraplégie, le fait de rester alité pendant longtemps. Il n'arrive plus à bouger ses bras et ses jambes. Il est encore endormi, mais juste pour son confort. Quand je lui parle, il a les paupières qui bougent, alors je lui dis au creux de l'oreille « Je te trouve très courageux. Tout le monde te trouve très courageux. Je suis fier de toi, je crois en toi, j'ai foi en toi. Maintenant, on va procéder par étapes. Étape numéro 1, t'arrêtes de saigner. Étape numéro 2, l'extubation. Étape 3, fais bouger tes jambes et tes bras. Étape 4, la rééducation. Étape 5, notre semaine aux Espices de Beaune dans un hôtel 5 étoiles pour se retrouver. Étape 6, nos 30 ans de mariage. Étape 7, notre voyage à Prague. Je répète cette litanie plusieurs fois par jour et pendant plusieurs jours en espérant que ça marche. Encore une belle attitude d'Aline qu'il faut relever, que je souhaite relever. Un optimisme sans faille. Avec faille parce qu'elle craque et c'est normal. Maintenant quand elle craque pas, elle est au taquet Aline. Par ses pensées, par ses paroles, elle accompagne véritablement son mari. Quelle force et quel courage de penser à ça, de penser aussi à ça, dans la maladie. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Il ne fallait pas que je culpabilise si je ne viens pas tous les jours. C'est vrai que je suis épuisé. Émotionnellement, c'est très très dur à vivre. Et ouais, elle a raison. Car le chemin est encore très long. Et que pour l'instant, il n'a pas trop besoin de moi. Mais que ce sera pour plus tard. Et qu'il fallait que je tienne le coup. Du coup, oui, il faut s'économiser. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, Aline écrit, ils ont déjà vu des familles s'écrouler quand la personne avait le plus besoin de ses proches? Bah bien sûr que non. Là, à ce moment-là, vous allez vous brancher sur une force herculéenne. Et on n'est pas tout seul, je vous le rappelle. Bien évidemment que vous ne craquerez pas. Je vais essayer d'y mettre en pratique, mais je ne promets rien. Et j'y suis jamais arrivé. Je suis venu tous les jours et jusqu'au bout. Et bravo Aline, bravo. Il y aura toujours des périodes d'espoir. Et des périodes où l'espoir va être coupé. De bonnes petites nouvelles, il n'y a plus de température. Il a fait du lit fauteuil pendant 3 heures. L'infirmière me dit qu'il n'y avait que de la progression. Je lui ai répondu que je n'arrivais pas à avoir trop d'espoir. J'avais la peur au ventre. Elle m'a répondu, il a fait toutes les complications possibles, donc maintenant, ça ne peut que s'arrêter. Dans le service, on l'appelle le survivor. On communique par le regard. Je dis à Alain qu'il a la télé et qu'il peut la regarder. Il tourne la tête vers moi et paraît étonné. Je lui dis, j'ai amené tes lunettes. Mais il regarde à nouveau le plafond. Alors je lui dis, au moins, ça te changera du plafond. Il tourne la tête vivement vers moi. Je lui souris et il me tire la langue. Comme je suis contente. C'est bien ces petits moments-là. Proximité. On retrouve beaucoup de choses dans le couple. Le soir ou bien la nuit ou dans la journée, je l'imagine entouré de lumière verte. J'ai lu que le vert émeraude aidait à la guérison. Donc, dès que j'ai un moment, je l'imagine entouré de cette lumière. Oui, effectivement, comme quoi la pensée créatrice, la lumière verte, c'est la couleur verte, pardon, c'est la couleur de la guérison. Ça fait référence à l'archange Raphaël et c'est ce qu'on va visualiser dans les soins pour apporter de la guérison physique ou émotionnelle. Et bien encore des petites nouvelles. Il n'a plus de température. L'héparine, est bien remontée. Le lit fauteuil lui fait du bien. Ils ont diminué encore l'aide du respirateur et cette fois-ci, il le supporte bien. Mais je reste sur mes gardes quand même. Effectivement, il faut rester sur ses gardes. Jeudi après-midi, il s'est remis à saigner. Au scanner, ils ont vu qu'il faisait une péritonite à la fin de l'intestin grêle et le début du côlon. Il a été opéré dans la nuit. Il se demandait si la température ne viendrait pas d'une infection au cœur et comme l'examen qu'ils doivent lui faire, il faut passer par l'œsophage et qu'il a fait une hémorragie. Il ne pouvait pas le faire de suite. Mais c'est bon, le cœur n'a rien. Il faut trouver où se situe l'infection.
Nouvelle complication. Je lui répète que je l'aime, que j'ai foi en lui, que je crois en lui, qu'il faut qu'il croie en lui, qu'après ça, rien ne pourra l'arrêter. Il pourra tout faire. Il hausse les sourcils de scepticisme. Je reste tout près de lui, ma main sur sa main. Il a les yeux au plafond. Je suis là de temps en temps. Il ferme les yeux, puis il les ouvre et me regarde. L'infirmière arrive et lui dit que demain, on va l'extuber. Il fait non de la tête, il n'y croit plus. Je lui dis qu'on va l'extuber, qu'il pourra parler, leur dire merde s'il en a envie, qu'après il pourra manger. Qu'on le mettra dans le fauteuil, qu'on le fera marcher et qu'ensuite il pourra partir. L'infirmière lui dit « Nous, on se bat pour vous. Est-ce que vous vous battrez ?» Il ne répond pas. J'angoisse. Je lui dis « Alain ?» Il fait oui de la tête. Il n'est toujours pas extubé. Il a toujours ce sang pour le moment. C'est du vieux sang. Mais on me parle d'opération, d'ablation du côlon. J'ai peur. Je n'en peux plus. Je leur dis qu'ils ne supporteraient pas une autre opération. Le médecin me répond que si. Bonne nouvelle, ça y est, mon mari est extubé. Il respire tout seul, sans machine. Le médecin me dit que les 48 heures à venir vont être cruciales. Hop, nouvelle annonce, cruciale. À nouveau, on va faire allusion à la mort. À plusieurs reprises, la maladie va vous rappeler que la personne peut partir, comme elle peut vivre. Petite piqûre de rappel, malheureusement. Alain va bien pour le moment. Il est resté 2 heures dans le fauteuil ce matin. Un exploit, car le médecin considère le fauteuil comme un marathon. 2 heures de fauteuil en réa, c'est comme s'il avait couru 42 km. Ah oui, tu parles d'un exploit, c'est évident. Et cet après-midi, on lui a proposé de sortir au soleil. Il m'a regardé plein d'espoir. Je le regarde souriante. Moi aussi, je suis pleine d'espoir. C'est un moment merveilleux qu'on partage tous les deux. Dans le service, c'est la joie. Toute l'équipe médicale lui fait des coucous. Et de grands sourires. Tout le monde est content pour lui. Ils ont recommencé l'anticoagulant à toute petite dose. Malheureusement, il saigne à nouveau. Ils envisagent l'ablation totale du côlon. Ce qui, malgré tout, n'implique pas de poche à vie. Par contre, il doit passer un examen pour voir si le rectum ne saigne pas. S'il saigne, ce sera une poche à vie. Et ça, mon mari ne le supportera pas. Ouf, le rectum va bien. On nous demande de prendre la décision d'accepter l'opération ou pas. Que faire ? Si on refuse l'opération, on ne pourra pas reprendre l'anticoagulant et il en a besoin pour son cœur. Donc, c'est la mort assurée. Si on accepte, il a encore une chance de s'en sortir. Mais va-t-il pouvoir supporter l'opération ? Ça fait 5 fois. 5 fois. Et en plus, c'est à eux de décider. Dans un sens, tant mieux peut-être. Mais il y a une complication à prendre la décision. Mais il est vivant, il me regarde, on me parle. J'ai pas envie de lui dire « Non, il ne faut pas faire l'opération. On accepte la mort. » Je lui demande son avis. Il a quand même envie de vivre. Bravo. Je téléphone à notre médecin traitant et lui demande son avis. Elle me répond « C'est pour lui sauver la vie. Il n'y a pas à hésiter. » Et c'est vrai que l'ablation du côlon n'implique pas de poche à vie. J'essaye de prendre soin de moi. Effectivement, il faut que je sois là pour Alain et pour l'aider pour ça. Pardon. Il faut que je sois là pour l'aider et pour ça, il faut que je sois bien. Et les médecins, tout le monde m'en parle. On n'a pas encore la date d'intervention pour le moment. Ils vont lui faire beaucoup de kiné pour préparer à l'opération. Il est évident que dans un chemin comme Aline et Alain, qui dure, qui s'éternise, que vous devez absolument prendre soin de vous. Rechargez-vous les batteries, c'est important. Ça y est, l'opération s'est passée comme prévu et à nouveau, il s'en sort. Incroyable. Ils vont le réveiller dans l'après-midi et l'extuber le plus vite. Quand je rentre dans sa chambre, que je le vois à nouveau intubé, endormi, avec tout un attirail autour de lui, je pleure en silence. Mes larmes coulent sur mes joues. Je ne les essuie même pas. Je m'aperçois que l'infirmier et l'interne ont eux aussi les larmes qui perlent à leurs paupières. Il a été extubé, mais n'a pas le moral. Il est très fatigué. Normal, me disait le médecin, vu tout ce qu'il a subi. J'ai enfin 2 bonnes nouvelles, pour le moment. Ils ont repris l'anticoagulant, et il ne saigne pas. Il a pu boire un peu et manger aussi, pourvu que ça dure. Aujourd'hui, j'ai trouvé Alain bien mieux. Il a mieux mangé, il a soulevé sa main droite, il est moins douloureux. Sa tension redevient stable. Pas de saignement, je croise toujours les doigts. Par contre, la cicatrisation des opérations abdominales ne se fait pas bien.
J'ai entendu la relève et Alain aussi dire « Son infection de poumon s'aggrave et les plaies au ventre. C'est pas beau. Il a 2 phlébites. Il n'a pas le moral et il en a marre. » Je lui demande s'il a entendu. Il me répond oui. Je lui demande s'il stresse. Il me répond oui. 4 jours plus tard, il va mieux. Ouf. Il commence à nous parler, de le faire sortir de Réa et d'aller en rééducation. On va retrouver à nouveau l'espoir. Vous voyez? C'est sans cesse. Parfois. Il n'a pas le moral car il croit qu'il va rester tétraplégique, malgré ses progrès énormes. D'après l'équipe médicale, le fait de bouger les orteils, les doigts des mains, il soulève sa main droite complètement et commence à me serrer la main. Mais il faut toujours qu'il réapprenne à manger et à boire. Et c'est le plus compliqué. À parler aussi. On n'aurait pas imaginé qu'on perde comme ça. Il a perdu la totalité de ses muscles. Le médecin nous a dit que c'était dû au fait de son immobilité et surtout que son corps a été en danger de mort pendant longtemps et qu'il a puisé dans toute l'énergie qui n'était pas nécessaire. Le parcours sera long et difficile, mais au bout, à peu près la même vie qu'avant l'opération. Je lui dis, tu vois mon chéri, il faut que cette douloureuse épreuve nous serve à nous élever. Il ne faut pas qu'elle nous flétrisse le cœur. Il faut dépasser tout ça. Il me fait oui de la tête. Bravo. Bravo pour l'attitude, bravo pour les mots. C'est compliqué de trouver du positif dans des situations comme ça et de le mettre en avant, de se brancher dessus. Il est évident que c'est ce qui vous permettra peut-être, une fois de plus, j'insiste, pour ne pas craquer et pour aller jusqu'au bout, quelle que soit l'issue. Ce qui est important, c'est que vous alliez jusqu'au bout, pour les accompagner jusqu'à leur bout, à eux aussi. C'est un accompagnement à la maladie. Elle avait un bien. Aujourd'hui, il a eu le droit de la purée. Pardon. Et un petit flanc, qu'il n'a pas fini, mais c'est un début. Il bouge ses 2 mains, il a fait 2 heures de fauteuil, et ça c'est géant. Il n'arrive toujours pas à parler fort, j'arrive quand même à mieux le comprendre, mais ce n'est pas facile, et ça lui demande beaucoup d'efforts. Il me dit quelque chose, et comme je ne le comprends pas bien, je me lève en mettant mon oreille tout près de sa bouche, et là, il me fait un bisou. Mon premier bisou depuis 2 mois. Je ne savais pas que c'était aussi le dernier. Mais pour le moment, on commence à reprendre espoir. Je suis assise à côté de lui. Je le regarde. Il me fit signe de la tête. Je me lève. Je lui demande « Tu as besoin de quelque chose ?» Il me fait signe que oui. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il me montre avec son menton. Je lui demande « Tu as besoin de moi ?» Il me répond « Oui. » « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il me regarde et hausse les épaules. Et je percute. « Tu as seulement besoin de moi. » Il me fait oui de la tête. Et il a ce sourire que je ne lui avais jamais vu. Une telle douceur, une telle tendresse, que ça me bouleverse. Jusqu'au tréfonds de mon âme et de mon cœur. Je lui caresse tendrement la joue et je lui dis tout l'amour que j'ai pour lui. Je lui dis « Qu'est-ce que je suis contente de pouvoir te souhaiter ton anniversaire demain. J'ai eu si peur. » Son regard est rempli d'amour. Et le lendemain, c'est son anniversaire. J'arrive toute heureuse. Mais voilà le choc. Ils ont découvert un abcès sur sa cicatrice du sternum. Il va passer un scanner pour savoir si c'est seulement sur la cicatrice ou si ça atteint l'os. Résultat, infection, péricardite. On parle d'une nouvelle opération. Je pleure. Alain me voit et me demande « Qu'est-ce qui se passe encore ?» On va vous opérer à nouveau. Mais quand est-ce que ça va finir? Ouais, quand est-ce que ça va finir? Les clichés sont partis vers le professeur. On apprend qu'il n'opère pas ce soir, mais demain matin. On est à bout tous les deux. Je reste le plus longtemps possible à côté de lui. On ne parle pas. Je lui tiens la main. Depuis quelque temps, quand j'envoie le SMS pour avertir d'une prochaine opération, je n'ai plus de retour des personnes.
Ils ne savent plus quoi me dire. Et effectivement, quoi me dire? Ouais. L'impuissance. Quel mot utiliser? Est-ce qu'il y a un mot assez fort, assez précis? Comment ne pas être maladroit? Quelle est la bonne attitude? Le professeur ne veut pas opérer. Il attend que les antibiotiques fassent effet. Je lui ai téléphoné et il me dit « J'ai trouvé votre mari d'une extrême faiblesse. Il faut le faire sortir de Réa le plus vite possible et le mettre dans mon service. » Je lui dis « Oh oui, vous savez, comme il a confiance en vous. Ça lui fera du bien et lui redonnera le moral. » Je raccroche, pleine d'espoir. J'en parle à Fabien, mon collègue, qui me dit prudemment « Tu sais, Aline, c'est pas forcément bon signe. » Qu'il ne l'opère pas. J'éclate en sanglots. Il me prend dans ses bras. Je lui dis « J'ai si peur. J'ai si peur. » Le soir, j'appelle. Il dort. À 6 h du matin, il est stable. 10 h 30, j'appelle le service. On me passe le médecin qui me dit « Madame, il faut que je vous voie. Quand est-ce que vous pouvez venir ?» Mon sang se glace dans mes veines. C'est la fin. Madame, on ne parle pas au téléphone. Quand pouvez-vous venir? Tout de suite, s'il le faut. Non, venez à 12 h. Il faut que je voie avec les autres médecins. J'appelle notre fille de cœur. Elle laisse les enfants chez sa maman et on se rejoint à l'hôpital. Mon collègue me dit « Je t'emmène ?» À midi, on arrive, mais on ne peut pas nous recevoir. Ma fille de cœur demande si je peux voir mon mari. On lui répond qu'il est en soins. C'est pas normal. La peur est en moi. Elle circule dans mes veines. Elle étreint mon cœur. Et mon ventre. Ma fille de cœur me dit « Tu sais, c'est peut-être qu'ils veulent juste se soumettre à un nouveau protocole de soins. » Je n'y crois absolument pas. 14 h, on ne peut toujours pas nous recevoir. Mais je peux voir Alain. Et là, quand je rentre dans sa chambre, je comprends et j'éclate en sanglots. Mon ami me prend dans ses bras. L'infirmière n'ose pas me regarder. Il est réintubé. Il est à nouveau plein de perfusion. Je sais que c'est fini. Madame, voilà l'état de santé de votre mari. C'est dégradé très vite. Ses reins fonctionnent très mal. Le foie est en souffrance. On lui a imposé un drain thoracique car ses poumons sont à nouveau remplis d'eau. Il n'arrivait plus à respirer. Il fallait intuber à nouveau. On lui a demandé son avis. Il a accepté. Et il a demandé à partir. En plus, on s'est aperçu qu'il serait resté tétraplégique. Que voulez-vous faire, madame? Arrêter les soins ou continuer? Comme je vous l'ai déjà dit, avec mon mari, on en avait parlé. Il est important, je pense, de parler de certaines choses, même si elles font mal. Ça permettra de prendre les décisions à deux et de pouvoir respecter les volontés de la personne. On en avait parlé, pas d'acharnement thérapeutique. Il veut partir, laissez-le partir en paix. Il a assez souffert. Je ne vous demande qu'une chose, qu'il ne souffre pas et qu'il ne meure pas étouffé. Laissez-lui la machine. J'ai vu mon oncle mourir comme ça. C'est trop affreux, trop de souffrance. Ne vous inquiétez pas, madame, on le fera. Un dernier point. Vous voulez qu'on le réveille pour lui dire adieu? Non. En êtes-vous sûr? Comprenez que c'est la dernière fois que vous pourrez lui parler. Et lui dire ce que vous avez à lui dire. Je n'ai pas réfléchi, mais non.
Puis quand même, par acquis de conscience, je demande à l'infirmière si mon mari avait exprimé le souhait de me parler avant de partir. Elle me répond que non. Je pense aussi qu'Alain craignait peut-être que je lui demande de se battre à nouveau. Parce que j'avais déjà vu dans son regard qu'il me demandait de le laisser partir. Mais je ne pouvais pas encore baisser les bras. Ma décision est prise, je ne le réveillerai pas. De toute façon, je lui ai déjà tout dit. Il faut que j'avertisse la proche famille, les amis qui veulent dire au revoir à Alain et le voir une dernière fois vivant. Il est évident que c'est compliqué pour Aline d'avoir ce choix. On le réveille, on se parle. Qu'est-ce qu'on va vivre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce qu'il va souffrir ou pas? C'est compliqué. Et à nouveau, il faut appeler la famille pour leur laisser à eux aussi le choix, cette opportunité de revoir Alain vivant une dernière fois. C'est pas simple. On me laisse seul avec lui. Je lui caresse tendrement le visage et lui dis « Pars en paix, mon chéri. Ne reste pas pour moi. T'as assez souffert. Ne t'inquiète pas pour moi. Je m'en sortirai. » Je t'aime, Alain. Je t'aime, mon chéri. Pars. Ne reste pas pour moi. Je vois sur son visage qu'il est soulagé. À 16 heures, l'infirmière arrête les traitements. Au début, ça va très vite. On voit la tension chuter rapidement. Je me dis, mon Dieu, tu aurais pu attendre encore un peu. Puis sa tension se stabilise. 21 heures. Il ne reste que les frères et sœurs. On le veille. Minuit, il est toujours là. On est tous fatigués. Il y a un calme surprenant dans le service. On apprend qu'il y a 7 décès en cours cette nuit. 2 heures du matin, j'ai vu que parfois l'âme a du mal à partir quand elle voit ce qu'elle aime près d'elle, ou alors qu'elle ne veut pas partir tant que la personne est dans la même chambre. Alors je me cache dans le fauteuil derrière le paravent de perfusion. À 5 heures, ma belle-sœur me dit « Ça y est Aline, c'est fini ». Son cœur s'est arrêté de battre. Je le prends dans mes bras délicatement, je pleure. Je l'embrasse. Et là, son cœur se remet à battre. « Oh Alain, pars mon chéri. Ne reste pas pour moi. Pars, je m'en sortirai. Ne t'inquiète pas pour moi. Je t'aime mon petit chéri, je t'aime. Mais pars. » Oui, effectivement, parfois, l'âme a des difficultés à partir parce qu'elle aussi va quitter sa vie, va quitter toutes les personnes qu'elle aime. Elle aura un deuil à faire. Et votre attitude va parfois les retenir. Donc effectivement, il faut accepter de les laisser partir et les accompagner une fois de plus dans leur départ. La meilleure attitude, je pense, que je vous invite à avoir, c'est de les accompagner dans leur départ en fonction de ce que eux ils veulent. Mais c'est pas la chose la plus simple à faire. Ce qui est surprenant, c'est que quand je regarde son corps, il n'est plus là. Son cœur bat encore, mais je sens que son âme n'est plus dedans. Je me cache à nouveau derrière le paravent de perfusion, et à 6h45, quand son cœur s'est arrêté à nouveau de battre, j'ai attendu qu'il soit bien arrêté. Puis l'infirmière est rentrée, et tout arrêté, le scope et le respirateur. Ça y est, ce que j'appréhendais depuis 70 jours est arrivé. Alain est mort. Il est parti vers une vie meilleure. L'équipe médicale me dit de rester auprès de lui, le temps que je le souhaite. On me laisse seul avec lui. Je dis que des mots d'amour. Je le caresse. Je regarde ce corps que j'ai aimé depuis 33 ans. La mort a gagné. Elle a joué au chat et la souris avec nous. J'ai l'impression d'avoir fait un bras de fer avec elle. Elle m'a laissé croire qu'on gagnerait ce combat. Elle nous a donné de l'espoir. Pour qu'épuisée, elle nous assène le coup fatal. À ce moment, j'ai cette sensation d'être à genoux, les bras légèrement écartés, la tête penchée en avant, pour recevoir moi aussi le coup de grâce. L'infirmière me demande de rester encore un peu, car toute l'équipe médicale qui a suivi Alain veut me dire leur sympathie, et ils me serrent tous la main.
l'aide-soignante, la gentille interne, le jeune médecin, qui est tout surpris que je lui demande s'il a réussi sa thèse. Et me dit, même dans ces moments-là, vous y pensez? C'est une façon pour moi de ne pas sombrer. Penser aux autres a été ma bouée de sauvetage. Ne pas penser à moi, à toutes mes souffrances. Ils me disent qu'ils seront toujours là pour moi, à mon écoute, que je peux revenir quand je veux, qu'ils m'accueilleront sans problème. Bravo, messieurs, dames. Et merci. À ce jour, je n'ai pas pu venir les voir. C'est encore trop douloureux. Ensuite, tout va très vite. Descendre à la morgue, choisir si je souhaite le laisser là ou le ramener chez moi, ou dans une chambre funéraire. Ensuite, partir à la chambre funéraire, les avertir, préparer l'avis de décès, à publier, choisir le cercueil, les coussins. Ça paraît tellement surréaliste, tellement irréel. Quand je fais le chèque, j'éclate en sanglots. Au lieu de partir à Prague, je lui achète un cercueil. La mairie, j'arrive en même temps que le maire. Quand il me voit, « Alors comment va notre ami ?»« C'est fini, Georges. Alain est mort. » Il me prend dans ses bras. Et tout en me cajolant, me dit « C'est pas possible. » Il se démène pour que l'enterrement ait bien lieu le samedi matin, comme je le voulais. Il faut que j'achète aussi un emplacement au cimetière. On me propose 2 places. Laquelle je préfère? Et j'ai envie de crier. Je m'en fous. Laissez-moi tranquille. Mais j'ai pas le choix. Celle-ci me paraît bien. Puis on se retrouve tous chez moi. On téléphone au restaurant qu'Alain aimait bien. Il faut que je choisisse ses vêtements. Oh mon Dieu, comme c'est difficile. Je suis devant la penderie et je ne sais pas. Comment croire que je vais choisir les derniers vêtements qu'il va porter? Je prends tout, même ses sous-vêtements et ses chaussures. Quand on arrive au restaurant, on avertit que mon mari est décédé et quand on a rendez-vous à la chambre funéraire à 14h30. Au cours du repas, le directeur vient me voir et me dit « Ne me dis pas que c'est votre mari. Hélas, c'est bien lui. Quand je vous ai vu, je l'ai cherché. Je me suis dit « C'est pas possible. Pas lui. » Et il me présente ses condoléances. Il est évident qu'après le décès, plusieurs personnes, plusieurs situations vont vous permettre, malheureusement, de revivre le départ et d'annoncer ce départ. La mort, le départ, vous allez la revivre plusieurs fois. Et ça va durer plus ou moins longtemps, ça aussi. 19h, je retourne à la chambre funéraire pour voir mon mari avec ses frères. J'appréhende, car je me demande comment il sera. Et là, il est bien. C'est bien mon Alain. C'est lui. Ils ont même fait son petit sourire en coin. Je suis soulagé. Le jour de l'enterrement, c'est mes parents qui m'emmènent à la chambre funéraire. Je suis assise à l'arrière, comme il y a 30 ans, quand il m'a emmené à l'église pour me marier. Le prêtre nous avait dit « Jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Et c'est arrivé. Trop vite. Je vais enterrer mon mari. Je suis super lucide, je vais tout à 100%. Je souhaite m'imprégner de tout, de vivre toutes mes émotions à fond, pour digérer et les laisser partir. Mes larmes viennent par vagues. Je les accueille. Je les laisse couler. Jusqu'à ce qu'elles se tarissent, pour revenir ensuite. Pleurer, pleurer, pleurer. Vous allez évacuer, faire ressortir à l'extérieur tout ce qui vous ronge à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut toujours pleurer. Au moment où on descendait son cercueil dans le caveau, une ondée est arrivée. On a tous pensé que c'était Alain qui nous faisait un clin d'œil. Ouais. Les défunts sont toujours présents à leur enterrement. Et pour ceux qui y sont sensibles, qui sont attentifs à ça, vous pouvez les ressentir, les voir, les entendre, suivant les perceptions de chacun. Après le tourbillon de ces derniers jours, je n'ai qu'une seule envie, me retrouver seul. Je demande à mes parents, qui m'ont soutenu pendant 70 jours, de rentrer chez eux maintenant. Ils sont contents, et en même temps,
ils ont un peu peur de me laisser toute seule. Sauf qu'un jour ou l'autre, il faudra que je me retrouve seule. Et que le plus vite possible sera le mieux. Mais je ne me sens pas seule. Je suis entourée d'amour. Je suis bien dans ma maison, dans notre maison. Mes soirées, je les passe à chercher sur Internet des conseils pour bien vivre mon deuil, pour le mener à bien. Bonne attitude. Aline a été positive dans tout le parcours de la maladie, mais également ensuite, elle a su garder cette touche d'optimisme et de positive. Pas toujours, et c'est normal, on va retrouver cette fluctuation, mais c'est utile. Je fais des mauvais rêves, dont un récurrent. Alain est à l'hôpital, et on m'annonce qu'il va passer un scanner, car elle ne va pas bien. Je me réveille en sursaut, couverte de sueur, le cœur qui bat la chamade. Impossible de me rendormir. Voyez cette mort, même dans vos rêves, vous la revivez. C'est cruel. Mais un jour, ça cesse. Ces mots, aorte, scanner, température, me glaceront le sang encore longtemps quand je les entendrai. J'ai pris un t-shirt à Alain et je dors avec. Je le serre contre moi. C'est mon doudou. Comme les jeunes enfants qui sont séparés de leur maman. Ça me fait du bien. J'ai appris par la suite que c'était une réaction tout à fait normale qui fait partie du processus de deuil. Un jour, comme ces jeunes enfants, je n'en aurai plus besoin. C'est comme ça que je me rendrai compte de l'avancement de mon deuil. Ouais, il y a des étapes dans la maladie, il y a également des étapes dans le deuil. Vivez comme vous pouvez le vivre et comme vous en avez envie. Et le temps vous accompagnera dans ce processus. Le filleul d'Alain m'envoie un livre qui l'a beaucoup aidé lors du décès de sa belle-mère, Le test de Stéphane Alix. Ça me rappelle quelque chose. C'est vrai que ça donne de l'espoir. J'ai bien envie d'aller voir un médium. C'est le début de notre relation, à Aline et à moi. Et à Alain aussi. J'ai appris qu'il y avait plusieurs étapes du deuil. Certains parlent de 4, 5, jusqu'à 7 étapes. Du déni en passant par la culpabilité, la colère, la douleur, la dépression, la reconstruction et enfin l'acceptation. C'est tout un chemin le deuil, effectivement. Mais il y a une émotion dont personne ne parle. Ou si peu. C'est le désir, l'envie de faire l'amour. C'est quelque chose que je ne pensais plus ressentir. Je pensais qu'une fois décédée, je n'aurais plus envie de faire l'amour à mon mari. Mais cette envie est là, et j'ai honte et je culpabilise. Comment ? Mon mari est mort et j'ai envie de faire l'amour avec lui. Mais qui suis-je vraiment ? Quelle sorte de femme suis-je donc ? Eh bien, c'est une réaction tout à fait normale et qui fait partie du processus de deuil. Je souhaite en parler pour que le plus grand nombre de personnes le sachent, pour qu'elles ne vivent pas toutes ces émotions négatives que j'ai vécues. Ce que j'ai appris, c'est que le corps a besoin de caresses, de baisers, d'être désiré, comme de nourriture et d'eau. Il a été aimé pendant 33 ans, pour mon cas, et il est habitué à être caressé, à être embrassé, à être aimé, et maintenant, il doit se passer de tout cela, de toutes ces belles émotions, ces beaux moments d'échange, où faire l'amour prend tout son sens, se donner mutuellement de l'amour. Faire l'amour est aussi une échappatoire à la douleur, à se sentir vivant. Mais paradoxalement, pour le moment, j'ai pas envie qu'un autre homme me touche. Je passe tous les jours au cimetière, j'arrose les fleurs, j'enlève les fleurs fanées, j'arrange la tombe. J'ai l'impression que je continue de prendre soin de mon mari. Et ça me fait du bien. Et cette démarche fait partie aussi du processus de deuil. Petit à petit, ça va s'espacer. Ce qui est aussi tout à fait normal. Je vous avais dit que le mail d'Aline était long. Et c'est normal. Et c'est utile, je trouve. Je vis une tornade d'émotions en même temps. J'ai l'impression de vivre les 5 étapes du deuil en 5 minutes. C'est très déstabilisant, éprouvant et épuisant. Je peux passer de l'éclat de rire aux pleurs en 30 secondes. Partir en vacances, autre moment douloureux. Ce rappel aux vacances va vous rappeler que vous êtes vivant, que lui est mort, et c'est aussi vous autoriser du bonheur et vous autoriser à être vivant. Ça fait partie des étapes. Je m'aperçois que faire la valise seule est difficile. Je pleure. J'ai plus envie de partir, mais je m'oblige. Les vacances me font du bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que j'avais arrêté les somnifères. Trop d'effets secondaires. De retour de vacances,
J'arrive à refaire la méditation le matin. Puis, je fais sur ma terrasse la salutation au soleil. Ça me fait un bien fou. Je me dis que je reprendrai mes cours de piano. Et puis je souhaite me lancer dans le scrapbooking à la rentrée. Ouais, faites des projets, soyez vivants, pour vous et pour eux. C'est important. Les projets comme Aline. Ah, c'est partie de la vie. Ayez des projets, ayez des rêves. On dit souvent que c'est dans les moments difficiles qu'on voit ses vrais amis. Oh mon Dieu, ce que c'est vrai. Et j'ai une chance inouïe, je me rends compte que je n'ai que des vrais amis. Merci aux amis d'Alina. Tous mes week-ends sont pris, même dans la semaine je suis invité. Je n'ai pas un moment de répit. Et ça aussi, c'est une partie du deuil. Ça s'appelle la fuite. On s'active pour ne pas faire face à l'absence. On s'active pour s'écrouler dans le lit, pour ne pas penser, pour ne pas ressentir. Mais ça ne dure qu'un temps. Un jour, il faudra faire face au vide. J'ai repris mes cours de yoga, mais pas le piano, ni le scrapbooking. C'est moi qui les donne à 2 de mes amis. On a été jusqu'à 6, mais c'est comme ça, pour se dérouiller, s'entretenir, et c'est le jeudi soir. Ça fait du bien de retrouver une certaine stabilité. Ma vie a été tellement chamboulée que la routine me permet de se poser, de reprendre pied. Bravo, belle attitude. Il faut aussi se recréer un quotidien. Eh ouais, apprendre à vivre seul, réapprendre à vivre seul, et créer un quotidien en étant seul. Une des étapes aussi. On a aussi des blancs. La mémoire qui fait défaut. On vous parle, on a l'impression qu'on enregistre, mais rien. Notre cerveau est en mode veille et on n'imprime plus. Quand on me dit « Mais si je t'en avais parlé la semaine dernière », je réponds « Tu as sûrement raison. » Mais je n'ai pas retenu. J'ai su que c'est tout à fait normal d'avoir des blancs, que c'est une conséquence due au deuil. Eh bien, les personnes sont compatissantes et me comprennent. Aussi, quand elles me parlent d'Alain, ou moi que je me mets à pleurer, on me dit « Excuse-moi, je ne voulais pas te faire pleurer. Oh oui, je suis idiote, je n'aurais pas dû parler de ça. » Je leur réponds « Si, au contraire. J'ai lu qu'il fallait pleurer, et pleurer en compagnie, c'est encore mieux. Et que le fait d'en parler, encore et encore, éliminer la charge émotionnelle et t'aider à aller mieux. Alors je te dis merci. » Je les prends dans mes bras et les serre contre mon cœur. Je parle tous les jours à mon mari. Je lui dis toujours « J'espère que tu es en paix. Je t'envoie plein de lumière, de l'amour, de la tendresse. » Il y a des jours où ça va, et puis d'autres où le moral est au ras des chaussettes. La douleur est puissante et fulgurante. Elle vous coupe en deux et vous laisse épuisé. Jamais je n'aurais pensé souffrir autant. Je n'imaginais pas que ça puisse faire si mal, être si douloureux. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui puisse soulager cette souffrance. Rien. Le néant. Il y a pourtant une chose qui vous permettra de moins souffrir. C'est le temps. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié dans un processus de deuil. C'est le temps qui va permettre la guérison, la compréhension, l'acceptation, de passer toutes les étapes. Ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui, vous le ferez demain. Soyez-en assurés. Mais je me laisse envahir par cette souffrance. Je la laisse s'insinuer en moi. Je laisse mes larmes couler. Il faut que je l'accepte, pour mieux la laisser partir. Mais je pleure seul. Car les gens ne veulent pas que je pleure. Pas devant eux, en tout cas. Car ils sont démunis. Alors seul, je pleure. Jusqu'à ce que cette souffrance s'apaise. Ensuite, comme je sais qu'Alain est près de moi, je lui parle. C'est normal, mon chéri, que je pleure. Mais ne t'inquiète pas. Tu vois, je vais mieux. Je t'aime. Reste dans la lumière. Jamais je n'aurais pensé t'aimer autant. Je t'envoie un gros bouquet de roses pour embaumer ton cœur et ton âme. C'est marrant comme quoi l'absence et le manque va faire ressortir cette énergie d'amour et vous permet de vous rendre compte à quel point vous aimez les personnes. Il y a un proverbe qui dit que c'est lorsque l'on perd les personnes, deuil ou rupture, qu'on s'aperçoit de tout l'amour qu'on emporte et de toute l'importance qu'ils avaient dans nos cœurs. C'est normal. Dans une vidéo, Aline découvre
on se rend compte que la profondeur de nos sentiments, qu'une fois que la personne est partie. Ah, c'est bizarre, c'est ce que je viens de dire. Pardon. Il a raison et c'est triste, mais c'est comme ça. Pardon, je me suis perdu. Il a raison et c'est triste, mais c'est comme ça. Il faut avancer coûte que coûte, on n'a pas le choix. Et puis s'apitoyer sur soi ne fera pas revenir notre défunt. Alors, il faut se secouer, prendre sur soi. Et ça, c'est pas facile du tout. Il faut beaucoup de volonté. Mais ensuite, pendant quelques temps, ça va mieux. La date du départ de notre voyage à Prague fut douloureux. Tant d'espoir anéanti. On devait partir avec des amis. Ça n'a pas été simple pour eux non plus. L'agence de voyage me proposait exceptionnellement une place si je voulais quand même faire ce voyage. Mais non, pas possible. Trop de souffrance en perspective. Ce voyage, c'était notre voyage. Pour nos 30 ans de mariage. Inimaginable de le faire seul. Je suis intimement persuadé, Aline, que tu feras ce voyage avec Alain, mais pas à Prague, pas dans cette incarnation, de l'autre côté. D'une autre manière, tu verras. Je passe une période où je n'arrive pas à remonter la pente. Je pleure tous les jours. À un moment, je me suis dit, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu réagisses. Allez, trouve-toi un projet. Un projet qu'on devait faire avec Alain. Depuis au moins 10 ans. Refaire 2 pièces dans la maison. Donc j'appelle le plâtrier peintre que je connais bien. Et du coup, ça m'a aidé à refaire surface. Quelques mois après, une femme exceptionnelle qui a perdu son fils m'a écrit « Votre mari a été très courageux. C'est un magnifique cadeau qu'il vous a offert. Restez le plus longtemps possible avec vous et partir quand vous serez prête. » Nous pouvons lui rendre hommage. Eh ouais. Hommage à Alain. Et pour ce qu'il a permis à Aline de vivre et de dépasser et de surpasser, de comprendre, de libérer. Bravo à Alain et à Aline. Petit à petit, une idée germe en moi. Je vais créer un livret sur l'accompagnement du deuil, où j'expliquerai dans les grandes lignes les différentes étapes et émotions, et aussi avec un petit suivi chronologique de toutes les démarches administratives qu'il faut faire. Car on est perdu dans toute cette paperasse. Ce livret, je souhaite que ce soit un bâton sur lequel on s'appuie, qui soutient et qui aide à aller de l'avant, sur lequel on se repose aussi. Car si à la naissance, on donne un petit livret qui résume tous les premiers soins... Pardon, je vais la refaire, excusez-moi. Car si à la naissance, on donne un petit livret qui résume tous les premiers soins vus pendant les jours en maternité, pour la mort, rien. Tout le monde fuit. C'est tabou la mort. Eh bien, j'ai envie de changer les choses, que le départ d'Alain dans l'autre vie soit la naissance d'un renouveau, d'une création, faire du négatif du positif, et on retrouve la magnifique attitude d'Aline. Une fois qu'elle arrive à refaire surface, elle se projette à aider les autres, et bon nombre de personnes vont avoir le même parcours qu'Aline. À se dire, tant bien que mal, j'arrive à faire mon deuil, à dépasser les choses, j'ai rencontré des difficultés, je suis vivante, je m'en suis sortie, j'ai envie d'aider les autres. Belle attitude, non? Vous trouvez pas? Je trouve ça admirable, vraiment. Ce que j'aimerais maintenant, c'est de savoir où il en est. Et ouais, on s'interroge sur leur vie de l'autre côté. Les fêtes, autre moment douloureux. L'absence est encore plus forte. Les fêtes accentuent le manque, c'est encore plus intense. Les matins, j'ai laissé mes larmes couler, laissé mon chagrin s'évacuer, sans retenue, tout simplement. Lâcher prise, je m'autorise à me laisser aller dans la peine, pour mieux rebondir ensuite. L'arrivée dans la famille est émouvante. Et puis, pris dans l'ambiance avec les enfants, on rit, on mange, on boit, on parle. On est en famille, et c'est reposant. On continue de vivre. Le retour est compliqué, la solitude est plus poignante, plus agressive aussi. Elle n'est pas là. Il n'est pas là, pardon. C'est la première fois, depuis de nombreuses années, que le fait de ne pas être maman me manque. Aline et Alain n'ont pas eu la chance d'être parents. Dans la voiture, j'ai senti l'odeur de cigarette. C'est pas la première fois. Est-ce que c'est la voiture devant moi où il y a quelqu'un qui fume?
Est-ce la personne que j'ai croisée à pied sur le bord de la route qui fumait? Ou bien est-ce Alain qui me fait signe? J'aime à le penser. Ouais. Très souvent, les défunts vont faire ressentir des odeurs. C'est l'une des façons qu'ils utilisent pour se manifester à vous. Il faut ressentir leur présence par les odeurs de tabac, de fleurs, de cuisine, ce genre de choses qui vont vous ramener à eux. En parallèle, j'ai l'impression d'avoir fini mon karma, ce qui est impossible, car je ne serai pas dans ce monde. Je reconnais que moi aussi je suis en paix, que moi aussi, je suis allégé. Je me vois marchant pieds nus, avec juste une aube sur moi, vers le soleil, calme, paisible, sereine. Aujourd'hui, le 6 janvier 2018, date à laquelle Aline m'a envoyé ce mail, ça fait 6 mois qu'Alain est parti de l'autre côté. Ça me paraît une éternité. Quand j'en parle, les gens sont tous surpris. Ça leur paraît court. Je leur réponds. Quand quelqu'un te manque, tout paraît plus long. Une journée peut paraître une éternité, alors 6 mois. C'est la première fois depuis des années que je n'ai pas peur. Ça y est, ce que je craignais depuis des années, je l'ai vécu. Je me rends compte que j'avais vécu pendant 17 ans dans l'angoisse, la peur. La peur était tapie. Elle se cachait, mais elle était présente tout au fond de moi. Au début de l'année, on se donne toujours de bonnes résolutions. Et si au lieu de ça, on faisait le bilan de l'année, achevé, mettre en avant le positif et changer le négatif pour qu'il devienne du positif pour la nouvelle année. Le négatif, la santé déclinante d'Alain à son décès. Le positif, sa vaillance, son courage face à toutes ces opérations. Une très belle leçon pour nous qui restons. La rencontre de personnes extraordinaires qui, à la suite d'Alain, continuent d'élever mon âme. Écrire ce que j'ai vu face à la maladie d'Alain, mon deuil, pour aider d'autres personnes. La création de mon petit livret en collaboration avec le petit David. J'entame un nouveau tome de ma vie, à moi d'écrire les plus belles choses, me laisser porter, telle la feuille soulevée par le vent, et aller là où mon cœur me guidera. Aline. Merci Aline pour ton témoignage, pour ce partage, pour ce que tu dégages, pour ton parcours qui est un exemple à suivre, pour la transmission, pour ta générosité, pour ta fragilité, pour tes émotions, pour ton amour, pour son amour. Oui, lorsqu'Aline m'a fait part de son projet d'écrire un petit livret, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a raison cette femme, mais quelle classe. Automatiquement, je lui ai dit, Aline, si vous le souhaitez, je vous accompagnerai dans ce projet. Nous avons le projet cette année avec Aline, normalement, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, de créer ensemble ce livret. Je me déplacerai près d'elle, là, j'animerai une conférence pour récolter des fonds entièrement pour son petit livret, pour lui permettre de créer son petit livret. Et je pense que je vous en reparlerai un peu plus tard. Je me souviens, dans sa consultation, Aline m'a dit « Mais c'est pas possible. Pour vivre tout ce qu'on a vécu, on devait être malade. » Je vous rappelle que l'âme choisit son parcours. Avec qui vous allez marier, le fait d'avoir des enfants ou pas, votre travail, votre caractère, votre physique, toutes ces choses, vos parents, et également la façon dont vous allez décéder. Et Aline me répond, mais c'est pas possible. On devait être malade pour s'incarner et choisir une telle incarnation. Et ses guides lui ont répondu, oui, effectivement, Aline, vous étiez malades tous les deux. C'est pour ça que vous avez vécu tout ça. Mais maintenant, vous êtes guéris. Le deuil, la mort ne vous enlève rien. Il modifie vos vies. Tôt ou tard, vous les retrouverez. L'amour est éternel. Lorsque vous passerez de l'autre côté, ils vous attendront, vous accueilleront, avec tout leur amour, intact, c'est évident. Et vous reprendrez votre histoire là où elle s'est arrêtée. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous aurez l'éternité pour la vivre, pour vous en délecter.
J'aimerais dédier cette vidéo également à Serge, qui est un homme exceptionnel, une attitude exceptionnelle, différente d'Aline, mais un homme qui sait admirablement faire face au deuil, et à son épouse, sa défunte épouse, Marie-Paul. Je vais également faire un clin d'œil à Florence, et à son défunt mari, et à tous les autres que j'ai pu en rencontrer un jour. L'amour sera éternellement présent dans vos vies, dans vos cœurs. Rappelez-vous d'eux avec tout l'amour que vous leur portez. Travaillez sur vos peurs, sur le manque, sur l'absence, sur la tristesse. Faites comme Aline. Je vous invite à faire comme Aline et à retirer tout le positif de ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelle guérison vous permet de vivre à travers le deuil? Ce sont des parcours qui sont délicats, compliqués à mettre en vidéo, à vivre encore plus. J'espère que cette vidéo et le parcours d'Aline vous permettront de mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, de vous retrouver dans son parcours, dans ses mots, dans ses phrases, dans ses émotions, à tous les deux, et de voir peut-être l'issue de quelque chose de meilleur pour vous. Voilà, je vous embrasse très bien fort, Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.